Comment les étudiants vivent-ils l'enseignement de la démarche portfolio? Dans cet épisode, je vais vous partager le retour d'expérience d'un étudiant en 3e année de But Réseau Télécom. Ce retour d'expérience va se faire sous la forme d'un podcast. Je vous recommande donc de mettre vos écouteurs et de faire quelque chose qui est bon pour vous. Ranger votre chambre, faire la vaisselle, le ménage, n'importe quoi qui ne vous demande pas trop de concentration et d'énergie mentale. Si vous appréciez ce retour d'expérience et que vous aimeriez en avoir davantage, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à liker, à vous abonner, vous connaissez la chanson. Tout ce travail-là est au service de la communauté enseignante comme étudiante. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue Louis, enfin bonjour et bienvenue Louis. Bonjour. Ça fait en tout cas super plaisir de t'avoir sur cet épisode. On pourrait même parler de podcast parce que c'est un peu ce qui manquait. On a besoin de partage, de retour d'expérience d'étudiants. Tu es le premier et ça fait super plaisir. Je te proposerais de te présenter. Vas-y. Oui. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis Lou Barrault, étudiant à l'IUT de La Rochelle en réseau et télécommunications en 3e année. Du coup, ça fait 3 ans que je suis les cours de portfolio et j'ai donc pu voir l'évolution en fonction des différents professeurs qui m'ont donné ces cours de portfolio. C'est super. Alors là, tu abordes directement cette question de l'enseignement de la démarche portfolio. Et par curiosité, la première fois que tu es arrivé à l'IUT, quand on t'a parlé du portfolio et de la démarche portfolio, comment tu l'as pris? Comment tu l'as vécu? C'était quelque chose que je savais à peu près ce que c'était parce que je connaissais ça dans le monde artistique. Je sais que, par exemple, pour les développeurs web, ou les artistes, les dessinateurs, etc. Je sais que ça existait déjà cette démarche, mais je me demandais comment est-ce qu'on allait pouvoir l'appliquer nous dans notre cursus. Et quelle a été ton expérience la première année? Parce que oui, je ne l'ai pas précisé, mais on s'est rencontrés tous les deux. Tu étais déjà en 2e année. Oui, Donc tu en as 2e connu année. quelqu'un d'autre. Et comment ça s'est passé? Alors comment est-ce qu'on t'a présenté la matière? Comment est-ce qu'on t'a introduit cette matière? Euh, un peu bêtement, j'ai envie de dire, c'était quelque chose où à chaque fois qu'on allait réaliser un projet, on allait forcément devoir écrire. Enfin, d'abord, on nous a présenté le concept général pour ceux qui ne connaissaient pas, pardon. Et ensuite, on nous a expliqué que dans les différents projets qu'on allait pouvoir voir, on allait devoir en tirer un peu des traces afin de pouvoir les expliquer pour pouvoir expliquer qu'on a pu obtenir des compétences grâce à ces projets et justifier du coup nos compétences auprès de futurs employeurs par exemple. Et à ce moment-là, quand toi, tu étais en première année, quand on t'a parlé dès le départ de développement des compétences et d'insertion professionnelle, comment tu l'as vécu? On était un peu tous perdus parce que forcément c'est la première année, on découvre le monde de l'enseignement supérieur pour certains, enfin pour la plupart, et c'est vrai que quand on nous parle de compétences, etc., c'est un peu, enfin le concept est vague, on va dire, il n'est pas assez précis pour qu'on comprenne exactement de quoi on parle. Et, et là, une question qui me vient à l'esprit, comment est-ce que les enseignants ont fait justement pour démystifier un peu cette nébuleuse, pour vous apporter un peu de sens sur ce concept vague qu'est la démarche portfolio et que sont les compétences? Qu'est-ce qui s'est passé? On avait essayé de nous expliquer ça avec un exemple assez concret. Enfin, il y avait des savoir-être, des savoir-faire, etc. On avait pris pour exemple conduire. Euh, donc on va avoir, enfin, une compétence, c'est plusieurs choses. Ça va être les savoir-être, les savoir-faire, et je sais plus quoi. Je sais plus exactement, mais du coup on avait pris pour exemple le fait de conduire. Le fait de conduire est une compétence parce qu'on doit avoir les connaissances, pardon. On doit avoir des connaissances. Le fait de donc, connaître le code. On va avoir des savoir-faire, donc passer des rapports, accélérer, etc. Mhm. Et les savoir-être. Donc savoir-être, ça va être, je sais pas moi, être convivial avec les gens sur la route, ne pas être trop brusque, etc. Et tout ça, en fait, ça fait une compétence. Donc le fait de conduire. Oui. Donc c'est comme ça qu'on nous avait amené ce sujet, en tout cas. Ok. Donc en plus, je vois que tu t'en es bien souvenu, Oui. ça t'a marqué. Et une autre question qui me vient à l'esprit, quand on t'explique ça, alors tu es en première année, comment est-ce que tu le perçois? Est-ce que ça te paraissait, est-ce que ça t'a paru clair? Est-ce que tu as pu voir une utilité? Mm. Honnêtement, non. Surtout au tout début de la première année, on n'a pas fait de projet encore. On, a, on apprend,
on apprend tout et en fait, on sait rien pour l'instant. Écrire un portfolio, enfin faire ce genre d'exercice, je comprends que ça va pouvoir nous servir, mais pour l'instant, ça peut pas, enfin, ça nous sert pas à grand chose. Enfin, du coup, c'est pour Alors, ça que au tout début, on ne pouvait pas faire de portfolio réellement. On avait dû le faire sur des expériences autres qu'on avait eues avant d'entrer en études supérieures. et par curiosité, toi, tu l'avais fait sur quelle expérience de vie? Est-ce que tu t'en Je l'avais souviens? fait sur une présentation de karaté, parce que je fais du karaté depuis 10 ans, et pour une démonstration sur toute une journée, donc c'est la journée des sports dans ma ville, j'avais participé avec mon club à ça, et donc c'était toute une compétence, donc enfin, être un artiste martial, on va dire, il y a plein de connaissances, savoir-être et savoir-faire à avoir. Et par curiosité, lorsque tu avais fait cette présentation, que tu avais prise, tu avais essayé quelque part de faire une analyse réflexive de cette expérience d'artiste martial, enfin de cette compétence même. Ouais. Est-ce que après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu t'es dit, ah, il pourrait y avoir un peu plus de sens ou j'étais pas Bah, là moi, donc honnêtement, sur ce point-là, je l'ai vraiment fait parce qu'il fallait le faire. Je me suis pas dit après coup, après l'avoir fait, que ah effectivement, j'avais pas vu ça sous cet angle-là. hmm, Pour le coup, cet exercice-là, enfin, j'étais pas le seul en tout cas, je le sais, nous avait pas paru forcément très ouais. utile, on va dire. Alors justement, j'ai envie de mettre les pieds dans le plat. Je pense que beaucoup d'étudiants dans les IUT, et pas que dans ta promo, ont du mal à voir l'utilité du portfolio. Selon toi, en tant qu'étudiant, comment l'expliques-tu? Comment ça se fait que le portfolio, ça pose problème pour les étudiants? Honnêtement, je sais que déjà ça prend du temps à faire. Ça, c'est une composante qu'on n'a pas forcément, ça prend du temps. Et ce temps, en fonction des différentes formations, on a déjà des journées très très chargées. On a déjà beaucoup de choses à rendre, des comptes rendus, des projets, des soutenances à préparer. Et c'est vrai que souvent, ce petit truc en fait, il faudrait le faire au fur et à mesure. Donc forcément, ça serait la bonne démarche. Mais souvent, on n'y repense pas parce qu'on est pris par autre chose ou parce que certains aiment bien reporter jusqu'au moment fatidique où il faut le rendre. Mais c'est vrai que ça prend du temps à faire. Faut prendre le temps de réfléchir à la compétence, à la tâche qu'on va présenter également. Il faut réfléchir à ce que ça nous a apporté, qu'est-ce que ça nous a appris, en quoi ça peut nous être utile, quel métier on pourrait exercer grâce à ça. Et c'est vrai que ça prend énormément de temps en fait au final. Enfin, ça prend énormément. On va dire, si on le fait efficacement, on peut prendre 1 heure et demie des fois pour faire l'analyse entière d'une SAE, mais c'est vrai qu'il faut être efficace, quoi. Et, ça prend du temps, c'est énergivore. Alors la question qui me vient à l'esprit, est-ce que c'est chiant? Est-ce que tu as trouvé ça chiant? Je peux pas appeler ça chiant parce que c'est souvent les gens qui eux-mêmes ne se demandent pas pourquoi est-ce on nous fait faire ça. Il y a forcément une, ah, j'arrive pas à m'exprimer. Il y a forcément une raison derrière qui fait on a ce genre de cours. Et c'est pour vraiment nous qu'on réfléchisse à ce qu'on a pu apprendre pour qu'on puisse ensuite se vendre dans des entretiens, que ce soit dans le monde professionnel ou après pour faire des masters ou des écoles d'ingénieurs. C'est vraiment pour se poser la question de qu'est-ce qu'on a réellement appris. Effectivement, du coup, comme vous l'avez dit, c'est énergivore, c'est chronophage, mais au final, ça a un sens quand même. On va pas nous faire quelque chose qui n'a pas de sens. Ce serait pas intelligent, je veux dire. Déjà qu'on est surchargé. Et alors, là, si je rentre dans le détail, si tu reviens à l'étudiant que tu étais en deuxième année, avant qu'on se rencontre, est-ce que tu avais cet état d'esprit-là? Est-ce que tu pensais comme ça? Oui et non, mais c'est surtout dû au fait que on savait toujours pas ce que c'était réellement qu'un portfolio, réellement une analyse réflexive, comment est-ce qu'il fallait vraiment en faire une. Parce qu'on nous demandait d'en faire, mais on n'avait pas forcément l'exemple réel de ce qu'il fallait faire. On essayait, on avait une note, mais on savait pas ce qu'il fallait améliorer. Et donc on pouvait pas savoir exactement ce qu'il fallait améliorer et comment l'améliorer surtout. Oui. C'est là qu'intervient un peu le prof dans ce travail-là.
C'est qu'on vous demande de faire des analyses réflexives, mais quelque part, on vous l'a pas forcément expliqué. Alors, toi, qui a eu la chance d'avoir deux profs avec des méthodes différentes, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton ressenti personnel et de comment s'est passé l'enseignement de la démarche portfolio avec le premier et le deuxième enseignant, sachant que je suis le deuxième? Honnêtement. Euh, Sans vouloir cracher sur mon premier professeur, sa démarche au début effectivement était plutôt bonne déjà de nous expliquer, donc avec le système de la voiture comme j'ai pu l'expliquer au début, d'essayer de nous faire comprendre ce que c'était savoir-être, savoir-faire, etc. Euh, la seule chose qui aurait pu manquer effectivement, c'était le réel exemple de ce que c'était, parce qu'on aurait bien aimé, nous, lorsqu'on rend nos copies et qu'on est noté dessus, enfin nos devoirs plutôt, c'est pas un devoir surveillé. Et on aurait bien aimé avoir une correction par rapport à ça, parce qu'en fait, on avait juste une note. Mais bah, c'est bien, j'ai eu 13, d'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce que je me suis trompé? Où est-ce que je pourrais m'améliorer? Qu'est-ce qui fait que là, j'ai eu mon 13 en fait? Mm. Alors que là, effectivement, avec le deuxième professeur, donc vous, on a beaucoup plus ce retour. Enfin, on l'a eu directement. En fait, au bout d'une semaine, on vous a dit, dès le premier cours, on vous a dit, mais en fait, monsieur, on ne sait toujours pas réellement ce que c'est un portfolio. On a dû faire un exercice pour la semaine d'après, et la semaine d'après où on vous a vu, vous avez dit, bah voilà, c'est ça un portfolio. Et donc là, on a enfin su ce que c'était réellement un portfolio à ce moment-là. Et à ce moment-là, est-ce qu'il y a eu un changement au niveau de la perception de l'utilité du portfolio? Qu'est-ce qui s'est Oui. passé? Bah, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que réellement, c'était pour nous permettre de nous faire réfléchir sur ce qu'on avait réellement appris. Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, sur la première année que j'ai pu avoir de portfolio, même si on nous l'expliquait, on n'arrivait pas à voir ce principe-là en fait. Alors, aujourd'hui, alors maintenant, je vais revenir avec le Louis que j'ai en face de moi, c'est-à-dire le Louis qui a fini son cursus et qui va partir suivre sa quête de sens où bon lui semblera. Si justement, dans quelle mesure les analyses réflexives que tu as pu faire ont influencé ou non ta façon de voir la formation, ta façon de vivre la formation, ou même peut-être tes projets futurs. Et sachant qu'il y a pas il s'agit pas de dire c'est bien ou c'est mal, vraiment, Oui. qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Ah, je vais quand même dire qu'au final, c'est quelque chose de bien, même si là, beaucoup vont pas être d'accord avec moi. Ça, j'en suis sûr. Mais c'est vraiment utile, en fait, au final. Pardon. Euh, Sans s'en rendre compte, ça nous fait réellement réfléchir à ce que nous, on possède en compétences. Et c'est pas forcément quelque chose où tous les matins, je vais me dire, bah, c'est génial, dans le TP que j'ai fait hier, j'ai appris, je sais pas moi, à développer dans un certain langage de programmation. Comment est-ce que je vais pouvoir me vendre avec? Non, j'y réfléchis pas à ça. Juste, j'ai fait la compétence, j'ai fait mon TP, je suis content, j'ai fini mon TP, j'ai fait mon compte rendu. Et on n'en tire pas forcément des leçons, en fait. Et on réfléchit pas forcément tout le temps parce qu'on n'a pas forcément la tête à ça, parce qu'on vient de faire 8h, 18h, on n'a Oui, pas envie vous de avez une travailler vie à plus que ça. côté. C'est ça, à un moment donné, comme toute personne, on a notre vie pro, on va dire, et notre vie perso. Et du coup, encore une fois, pour les raisons énoncées précédemment, donc le fait que c'est chronophage et énergivore, c'est c'est pas forcément chronophage. En fait, au final, on peut juste se poser 5 minutes et se dire, ah bah, pendant ce TP là, c'est vrai, c'était pas mal, on a appris à faire ça, et puis ça pourrait m'être utile pour faire ce métier ou pour faire ce projet-là plus tard. Et, et pourtant, en cours, j'ai l'impression, justement, quand vous présentez des analyses réflexives, je vais de plus en plus je creuse de plus en plus et j'ai envie de vous amener sur plein d'autres choses, à un niveau de réflexion qui est énergivore. Est-ce que c'est pas chiant? Est-ce que ça n'a pas été chiant? Quel est Non, le rôle de l'enseignant, en fait, dans tout ça? le rôle de l'enseignant, c'est vraiment bah, nous pousser à vraiment avoir une réflexion profonde ce qui a été le cas d'ailleurs avec vous, parce qu'au fait, au final, sur certains cours où on se mettait à discuter, et je me rendais compte de certaines choses où je me disais, ah, c'est vrai que là, je ne voyais pas ça du tout. J'ai plus l'exemple en tête, bien évidemment, donc je ne vais pas pouvoir illustrer mes propos. Mais c'est vrai que vos cours sont souvent. C'est pas ceux. Comment dire?
Ils sont pas forcément énergivores au final, mais c'est vrai que c'est des cours où en fait on réfléchit beaucoup pendant vos cours. Et je trouve ça intéressant en fait, d'un certain point de vue. Ça nous permet d'avoir des vraies réflexions sur nous, choses qu'on ne prend pas forcément le temps de faire. Et alors, selon toi, justement, quel serait, que devrait faire le prof dans la démarche portfolio idéale, dans l'enseignement idéal de la démarche portfolio, que devrait faire le prof là, si justement tu avais presque un conseil à donner aux enseignants qui doivent se saisir de cette matière-là? Il faut pas que la démarche portfolio devienne quelque chose d'automatisé, quelque chose d'inhumain en fait, comme j'ai pu le vivre sur mes premières années. Il faut que ce soit quelque chose qui soit vraiment pour l'étudiant en fait. Comment expliquer ça? C'est vrai que en fait, le fait de toujours demander à l'élève, bah là, du coup, tu me fais cette analyse réflexive sur cet essai et ainsi de suite. Ça déshumanise le fait de toujours faire quelque chose. En fait, on automatise le travail et puis bah, il y en a la moitié qui vont demander à ChatGPT de faire le travail et parce qu'ils n'ont pas envie, et puis du coup, ça va devenir enfin, ça va se déshumaniser. Ça viendra plus de la personne. Il y aura plus les efforts de la personne. Alors que si on lui demande d'en faire je sais pas, un seul par compétence, euh, bah déjà on aura moins de travail. Ça, bon, ça c'est annexe. Et il y en a beaucoup qui seraient contents de ça, mais c'est surtout qu'au moins on pourrait concentrer plus nos efforts sur quelque chose et nous dire réellement, enfin, faire vraiment l'exercice sans que ce soit ChatGPT qui aille nous le faire, quoi, par exemple. Hmm. Donc là, si j'ai bien compris dans ta réponse, il y a vraiment, c'est presque une approche très humaine ou très humaniste qu'on doit avoir et ne pas chercher, entre guillemets, à automatiser les analyses réflexives tel un process ultra académique, mais au contraire, Oui, il faudrait un juste milieu entre la méthodologie, qui est une méthodologie quand même intégrée, mais avec l'humanité de chaque étudiant. oui. Bah, en Parce fait, c'est que juste faire comme dans vos cours, quoi. mais tu rigoles, mais enfin, je vous en avais parlé, je vous avais parlé juste tout ce que tu as dit là. Quand j'ai débarqué, je crois que c'était avant les vacances de Noël, et je me suis dit, les gars, je suis parti complètement dans la mauvaise direction. À force de vouloir automatiser les analyses réflexives, je suis passé à côté de l'essentiel, parce que l'analyse réflexive, on vous demande de vous poser des questions, de chercher des réponses, mais si à un moment donné, vous pouvez pas les exprimer, venir les exprimer et échanger librement là-dessus, Mm. bah, comme tu l'as dit, on vous déshumanise et tu es très bien placé pour le savoir. Voilà. Alors, maintenant que tu es arrivé à cet état de conscience et que on a réussi en fait tous ensemble à transformer cet enseignement en quelque chose de plus, de tout aussi sérieux, mais de plus humain et plus libre. Comment est-ce que tu le vis? Est-ce que c'est toujours aussi chiant? Qu'est-ce qui s'est passé? Personnellement, non. Je trouve pas. Encore une fois, déjà, je trouvais pas ça chiant au début, et puis le mot est un peu fort, mais Hmm. Mais là, du coup, encore moins. Je sais que certains dans ma promotion pourraient encore trouver ça assez embêtant d'avoir ce genre de cours, parce qu'au final, bah, ça reste du travail en plus, et donc il y en a toujours. De toute façon, peu importe où on aille, il y aura toujours des gens pour se plaindre. Hmm. Donc ça change pas, mais voilà, je sais pas quoi dire de plus en fait. Bah alors, justement, si ça génère beaucoup de travail pour les étudiants, quels conseils tu pourrais donner aux enseignants afin bien de limiter cette charge de travail, selon toi, en tant qu'étudiant? Euh, je vais prendre pour exemple les portfolios que j'ai fait, où en l'occurrence, on avait donc dû faire un portfolio et sur chaque SAE qu'on a eu, on devait prendre une tâche, faire l'analyse réflexive, etc. Sauf que, arrivé en fin de troisième année, si je me mets à compter toutes les SAE que j'ai réalisées depuis le début de la première année, on arrive sur, si je ne veux pas dire de bêtises, peut-être 16 SAE ou quelque chose comme ça. Sauf que, quoique peut-être un peu plus, je ne saurais pas dire là tout de suite, sans vérifier. Sauf que 16 SAE, bah, quand on est arrivé, nous, en fin de deuxième année, en plein stage, et qu'on a on a dû être mis au courant en dernier moment, comme quoi il fallait qu'on fasse un portfolio sur toutes les SAE depuis le début de la première année, il y en a beaucoup qui ont juste refusé de le faire. Parce que ça faisait beaucoup.
Et ça faisait beaucoup trop, en fait. Et je pense que ce qui serait mieux, c'est effectivement, comme vous avez pu le proposer dans un cours il n'y a pas si longtemps que ça avec nous, c'était au final de faire une année réflexive par compétence et puis par année quand même. Mais c'est-à-dire qu'en première année, normalement, on est censé avoir que 3 compétences, il me semble. Enfin, en l'occurrence, c'est le cas dans mon cursus. Je ne sais pas si c'est partout pareil. Et du coup, ça ferait seulement 3 analyses réflexives, on va dire. Mais ce serait quelque chose où les élèves, du coup, comme ils ont moins de quantité de travail, ils vont pouvoir prioriser la qualité du travail. Ouais. Oui, mais et là, c'est complètement ma faute. J'ai déconné à mort quand je vous ai donné ça, parce qu'en fait, je m'étais calqué sur le scénario de l'enseignante qui vous a précédé, et que je trouvais cohérent, mais en fait, Oui, on trouve cohérent de loin, et quand on arrive, on se dit, j'aurais demandé de faire tout ça, mais ça n'a pas de sens. Et donc, on modifie la notation, et on se dit, mais à la fin, on en arrive en fait à l'écueil dans lequel que tu as très bien défini, et c'est à force de vouloir vous demander du travail, vous automatisez, et c'est un peu comme en sport, hein, c'est pas en bourrinant que ça va passer, hein, ou alors ça passe mais avec de la casse, et oui. c'était pas le but. Là, en l'occurrence, comme on avait, enfin, personnellement, après, je sais que c'est pas du tout le cas de tout le monde, là, en l'occurrence, mais j'avais déjà commencé mon portfolio depuis longtemps, et en fait, quand vous nous avez dit qu'il fallait faire sur toutes les essais qu'on avait fait depuis le début de l'année, en fait, j'en avais quasiment plus aucune à faire, j'en avais que 2-3 à faire, comparé aux autres élèves qui, eux, par contre, en avaient plus d'une dizaine à faire. Ce qui fait que moi, ça m'a pas forcément dérangé, étant donné que je le faisais déjà au fur et à mesure et que j'avais suivi les consignes qui nous avaient été données en début de première année, que je trouvais plutôt correct à suivre, pour effectivement éviter de nous surcharger de travail au dernier moment si jamais effectivement il y avait ce genre de cas. Bon, après, forcément, c'est un cas spécial parce qu'on a dû changer de professeur en plein milieu et qu'en plus on vous a rencontré même pas un mois avant le début de notre stage, donc ça arrivera pas à tout le monde, c'est sûr. Et là, tu abordes un point très intéressant, c'est est-ce que justement le fait de changer de prof régulièrement, c'est une bonne ou une mauvaise chose selon toi? Selon moi, je suis pas sûr parce que là, si je prends encore une fois notre exemple, c'est en plus la période où vous êtes arrivé, c'était pas forcément la meilleure parce qu'on était vraiment sur la période de fin, donc c'était du rush en fait, hein. Il y avait que du rush, c'était compte rendu, synthèse de TP, compte rendu de SAE plus les oraux juste avant qu'on parte. C'était pas forcément la meilleure période. Et puis dans tous les cas, changer de professeur, quand on s'habitue avec un professeur et qu'il a une bonne démarche, je vois pas pourquoi on aurait à changer de professeur, de toute manière. Ouais. Donc, voilà. Je, je pense on a tous en tant qu'être humain un besoin d'affect, et on a besoin de temps pour construire une relation de confiance avec un prof, et quand il s'en va, c'est pas évident. Je me rappellerai toujours du sentiment quand j'ai débarqué la première fois, le sentiment de c'est qui ce guignol encore. Et, mais en fait, c'est important d'en parler parce que ce sont des choses qui sont tout à fait humaines, hein. Il n'y a pas de mal à penser tout ça, encore plus quand on a vécu un enseignement dont on n'est pas convaincu de l'utilité. Mm. Et, et d'ailleurs, tiens, justement, si tu te rappelles, maintenant on peut arriver, quand on s'est rencontrés, qu'est-ce qui s'est passé? Parle, donne-moi un peu ta version des faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Déjà, on s'est dit, d'accord, ils ont réussi à trouver un remplaçant pour cette matière qui, je pense, n'est pas connue de tout le monde. Donc c'est déjà bien, on a un remplaçant. Et quand vous êtes arrivé, déjà, Arthur m'avait, enfin, je cite son prénom, mais un camarade à moi m'avait prévenu qui vous connaissait et Oui, c'est vrai, que il faisait de la musculation avec vous et qu'en fait il vous connaissait et que vous étiez très sympathique. Et donc du coup, je l'ai écouté. Et effectivement, quand vous êtes arrivé, le cours s'est très bien passé. Mais on s'est dit, enfin je suis pas le seul, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce qu'on va continuer encore à ne pas savoir ce que c'est un portfolio? Est-ce qu'on va continuer à faire toujours la même chose sans au final vraiment réfléchir? Parce qu'en fait, au final, on va donner à ChatGPT pour qu'on le fasse parce que c'est embêtant. Hmm. Voilà.
C'est vrai, putain, il y a Arthur. C'est vrai, il y avait le Ouais. biais. Ça. Donc oui, il y avait déjà. Bon, vous avez déjà des infos, mais Enfin, moi, pas tout le monde, mais oui. ce dont je me souviens, c'est que justement, je vous avais dit que j'aimais beaucoup les échanges honnêtes. Et après ça, je vous avais demandé si vous trouviez ce cours inutile et vous avez tous répondu oui avec le sourire. Quasiment tous, oui. Et est-ce que tu te rappelles ce qui s'est passé après ça et qu'est-ce qu'on a fait en fait? Bah, c'est là où vous nous avez demandé, vous savez ce que c'est un portfolio du coup? Et bah, pour voir justement si on avait des bases saines en fait au final sur cette matière, enfin sur cette ressource. Et bah, c'est là qu'on vous a tous regardé et qu'on vous a tous dit bah non, en fait, on sait toujours pas ce que c'est. Et c'est là que vous vous êtes dit ah oui d'accord. Donc là va falloir y remédier quoi du coup. Et que du coup on a commencé déjà à discuter de ce qu'il faudrait à peu près. Et vous avez demandé du coup de faire une analyse réflexive sur n'importe quel essai qu'on avait pu faire. Et puis après, du coup, bah, dès le cours d'après, effectivement, vous nous avez dit, bah là, ça c'est bien. Vous avez sélectionné le meilleur, donc je sais plus qui ça venait, mais vous avez sélectionné à peu près le meilleur portfolio et vous a montré point pour point en quoi est-ce que là c'était bien et là ça pouvait être amélioré parce qu'il n'y avait pas encore ce travail forcément de réflexion poussé. Oui. Oui, et après, je vous avais amené une méthodologie qui était un peu beaucoup plus précise que ce qui figurait sur la feuille. C'est vrai que ça, c'était l'importance de la méthode. Tu dirais que la méthodologie a beaucoup compté, avoir une méthodologie claire? Ah bah oui, c'est sûr. Avoir une méthodologie claire, forcément, ça aide. Quand on a face à nous des étudiants qui déjà n'ont pas confiance forcément en nous parce qu'ils ne nous connaissent pas en la matière, parce qu'ils ne trouvent pas d'intérêt. Si en plus on a une méthodologie qui n'est pas claire, là on a perdu les étudiants, c'est sûr. Ouais. Et, et parfois, il faut peut-être que moi, mon point de vue, en tout cas en tant que jeune enseignant, c'était, je vous en ai déjà parlé, mais mon cours, il n'est pas intéressant. Et le plus gros danger, c'est de partir du principe qu'il est intéressant. Donc, il faut discuter. Je pense qu'il faut en fait Oui, prendre le temps d'intéresser. oui, oui, D'intéresser de parce votre côté, oui, que, oui, c'est vrai. et même vous, même toi, enfin même toute la classe, vous vous êtes dit, bah, ça sert à rien. Donc, je pense que je vous en avais parlé. Si j'étais parti bille en tête en mode tant pis, ils vont suivre, Mm. vous auriez continué d'utiliser ChatGPT et tu te serais dit, mais quel guignol, et tu aurais bien eu raison. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où si le professeur part du fait que c'est acquis, mon cours est intéressant, c'est là où effectivement il peut y avoir un problème parce que à partir de ce moment-là, s'il y a le moindre élève qui en fait bah non, il est pas d'accord avec nous, enfin il y en aura toujours, je veux dire, mais c'est là où va y avoir un écart en fait entre les deux et on va être persuadé que notre cours est intéressant et qu'on le fait bien. Enfin, je vais pas remettre en cause le travail des professeurs hein, non plus, parce qu'il est souvent très bien fait, mais juste très mal compris par les élèves. Mais c'est vrai que si on part forcément du principe que bah, mon cours il est simple, il va être compris et voilà, on peut perdre beaucoup d'élèves comme ça. Oui, et c'est même toi d'ailleurs qui avais fait cette remarque lors de notre dernière séance. Tu m'avais dit, tu m'avais posé une question, mais tu m'as dit, mais à vous écouter, monsieur, vous avez passé, à chaque séance, vous partez du principe qu'il fallait regagner notre confiance. Tu avais Mm. fait une remarque de ce style-là. Et en y réfléchissant, mais c'est vrai, c'est complètement ça, parce que bah, vous êtes des êtres humains, en fait. La confiance, c'est quelque chose qui se travaille régulièrement. Elle peut être acquise, mais c'est un peu comme une flamme, il faut l'entretenir. Et faut jamais, comment dire, se laisser aller. C'est ça le côté énergivore. Mais heureusement que vous êtes super cool et que vous avez beaucoup d'énergie aussi. Sinon, ce serait compliqué. Et ce qui m'amène à une nouvelle question. Le, Si j'ai bien compris, en fait, dans cet enseignement, la relation prof-étudiant est très importante. Donc, si tout, bon, comme dans tout enseignement, mais dans celui-là, dans celui-ci, tu dirais quelles seraient les bases d'une bonne relation pour que cet enseignement marche bien? Oula, bah, partir du principe que notre cours n'est pas forcément acquis par tous les élèves et que bah, comme vous, en fait, j'ai envie de dire que faut pas, enfin, faut retravailler un peu, pas constamment, mais de temps en temps, la confiance qu'on a avec les élèves, on va dire, et la confiance qu'ils ont en notre cours. Ouais, ce qui est pas toujours évident, parce que, C'est vrai. oh, comment dire, là, si je devais t'amener dans les coulisses, bah, comme
je l'ai fait, hein, je vous l'ai fait. Il y a des fois où je vous l'ai dit, ce que je voulais je me suis réveillé en pensant que en réalisant que ce que j'avais prévu de vous faire n'allait pas passer. Sauf que tu arrives devant ta classe, tu as quand même des choses à faire et tu es obligé d'y aller, quoi qu'il arrive. Mm. Et Bah, c'est ce qui s'est passé dans notre premier cours. ah oui, 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 oui. Mais là, mais là, j'étais à peu près sûr que justement que vous allez montrer une forme d'hostilité, donc j'étais pas et je la trouvais légitime en fait. Je la trouvais légitime Oui. parce que je vous avais expliqué que moi aussi j'ai un peu l'esprit d'un branleur, donc si on m'explique pas à quoi ça sert, je le ferai pas. Donc j'ai bien compris. Alors, donc on arrive tranquillement vers la fin de ce partage d'expérience. Et justement, si bon, imagine là, si tu penses aux étudiants qui pourraient t'écouter, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Juste un conseil à donner par rapport à cet enseignement. S'ils doivent en fait, quels sont les grands conseils, les grandes règles, les principes ou les choses que tu aurais envie de leur dire à ceux qui vivent le portfolio ou ceux qui vont devoir le vivre en première année l'année prochaine? Alors, déjà partir du principe que c'est pas une matière qui va vous être inutile. Euh, c'est une erreur que beaucoup d'élèves ont fait et font toujours. C'est pas inutile. Si ça existe dans notre cursus, c'est parce qu'il y a une raison. Euh, Comme j'ai pu le dire plus tôt, ça va nous permettre de réfléchir sur ce qu'on a pu apprendre, sur ce qu'on va apprendre, même sur des choses futiles. Je veux dire, même pendant des TD, on peut apprendre des choses, on peut avoir des connaissances en plus. Ces connaissances vont faire qu'on va peut-être avoir des savoir-faire en plus et on va en fait obtenir des compétences en plus. Toujours partir du principe qu'on peut apprendre, peu importe de ce qu'on fait. Donc vraiment, cours, TD, TP, SAE, donc projet. Et même en stage, surtout en stage, même, parce que c'est là où on va appliquer toutes nos connaissances. C'est Et puis c'est vrai que faire un petit travail de réflexion sur ce qu'on a pu apprendre ces derniers temps, de temps en temps en fonction, pas forcément sur la matière, mais sur une compétence. Je veux dire, j'ai plus les noms moi, mais par exemple en réseau et télécom, j'ai surveillé, administré, etc. Connecté, programmé, et j'ai oublié la première. Euh, Se dire dans cette compétence en fait, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je pourrais montrer à un employeur et lui dire et me vendre avec ça en disant bah, j'ai cette compétence là, je peux le démontrer parce que j'ai fait ce projet là et ce projet là m'a effectivement permis d'apprendre ça et d'avoir cette compétence. Je crois que j'ai fait le tour. Ok. Alors, pour développer un tout petit peu, parce que ma question n'était pas très précise, l'état d'esprit dans lequel, à ton avis, le bon état d'esprit à avoir quand on est étudiant et qu'on rentre dans l'enseignement de la démarche portfolio, selon toi, ça devrait être quoi? Euh, Être curieux par rapport à ce qu'on fait. Réfléchir aux enseignements qu'on peut en tirer. Oui, alors c'est vrai que j'ai oublié ça, mais c'est aussi ça qu'on nous avait expliqué dans la SAE, mais c'est qu'à la fin, en fait, le fait de faire une analyse réflexive sur une SAE, ça nous permettait aussi d'apprendre euh, sur, sur ce qu'on avait échoué et sur quoi on pouvait s'améliorer encore, et donc obtenir encore de nouvelles compétences. Et donc, en soi, être curieux, même dans ce qu'on n'a pas réussi. Alors, je sais que dit comme ça, oui, bah, c'est simple à faire, mais enfin, c'est simple à dire, mais à faire, c'est autre chose. Je sais, mais c'est vrai que faire ce travail-là nous permet quand même au final d'obtenir plus de compétences et donc d'avoir plus de valeur pour une école d'ingénieur, pour obtenir un travail, etc. Alors, là, justement, si t'as amené le premier pilier qui est la curiosité, si maintenant on devait partir du côté enseignant, qu'est-ce que tu pourrais suggérer ou conseiller aux enseignants pour cultiver cette curiosité? Un enseignant de la démarche portfolio, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour cultiver cette curiosité? Comme on l'a dit plus tôt, ne pas partir du principe que c'est acquis, que les élèves, c'est bon, enfin, ils savent. Oui, à un moment donné, ils vont savoir faire. Ça, c'est quand même. Au bout de quelques mois, quelques années, ils vont savoir faire un portfolio. Mais piquer leur curiosité, j'ai envie de dire, pour pas qu'ils tombent justement dans l'automatisation. Hmm. Donc que ça finisse sur ChatGPT et que le travail soit fait en une demi-heure et que ce soit bâclé et que en fait ce soit déshumanisé par les élèves parce que bah, il n'y a plus aucun intérêt à suivre ce cours en fait. Ouais.
Je vois, je comprends très bien. Et tu dirais que que les échanges qu'on a pu avoir dans ce cours ont pu aider à développer cette curiosité ou Ah oui, 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 il n'y a pas de, il y a pas de réflexion à avoir. Oui, oui. Parce que je voudrais terminer par deux questions. La première question, c'était est la suivante. Quel est le pire moment que tu as vécu dans cet enseignement? Le truc infernal, le truc que l'enfer. Le pire truc, Hmm. c'était pas avec vous, c'est sûr déjà. Oh, Le c'est pas pire évident. truc, je crois que c'est le fait on ait rendu une analyse réflexive, qu'on a eu la note. On a demandé d'avoir une correction pour cette note. On a attendu la correction pour cette note. On l'a jamais eu. Puis après, on vous a eu. On a attendu plusieurs mois avant de ne pas l'avoir du coup. Hmm. Donc on n'a jamais su sur quoi on avait pu s'améliorer. Et pour moi, c'est l'enfer parce que du coup, on rend un travail, on est noté dessus. On peut même pas avoir de justification sur la note qu'on a eue. Je trouve ça dénué de sens en fait. Pourquoi mettre une note à ce rythme-là dans ce cas-là? Je veux dire, les élèves sont là pour pouvoir s'améliorer au final. Et les notes, c'est fait pour ça. Je veux dire, si j'ai eu un 10 et que après, je me dis, d'accord, j'ai eu 10, mais parce que là, j'ai pas eu les points, là, c'est parce que là, je l'avais pas travaillé, donc je vais pouvoir le retravailler pour avoir des points la prochaine fois. Si les élèves, ils ont pas le retour, ils ne sauront jamais sur quoi s'améliorer. Ouais. Donc là, en fait, c'était la pire des choses, c'est un peu le sentiment d'abandon quelque part par l'enseignant. Oui, Hmm. Ok. au final, oui. Ouais, je vois et je le comprends très bien. Je pense que l'abandon, le sentiment de la peur de l'abandon, ça fait partie des 5 blessures de l'âme. Je crois qu'il y avait un bouquin qui avait été écrit là-dessus. Donc, je comprends tout à fait la douleur ou en tout cas la gêne occasionnée. Donc maintenant, les choses plus positives. Allez, le truc le plus fun ou le plus cool que tu retiens de cet enseignement. Le plus cool que je retiens de cet enseignement, les cours avec vous, on discute. C'est des cours où, si un autre professeur voyait ça, il se dirait, là, il travaille pas. Parce qu'on n'est pas en train de gratter sur une copie, et parce qu'on n'est pas en train de faire un exercice. Enfin, si, on en fait un techniquement, mais c'est pas dans le sens où je suis en train de l'écrire sur un cahier ou voilà. C'est un exercice mental au final parce que on discute avec vous et souvent on réfléchit sur les choses que vous dites ou voilà, ou sur des choses que nous on fait et on va se poser la question de ah oui mais c'est vrai mais pourquoi je le fais en fait? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je le fais comme ça? Enfin, pas surtout non plus, je veux dire on va pas remettre notre vie en question non plus, mais c'est des questions où si on ramenait ça à des matières de lycée, ça s'approcherait plus de la philosophie en fait. Hmm. Ça nous porte à la réflexion et voilà. Et c'était ça, ouais, c'est ça le truc le plus important, en tout cas le plus cool que tu retiens. Bah oui, parce que c'est des cours où on en ressort, on se posait pas forcément des questions, on en ressort avec des réponses quand même, et je ne saurais pas comment expliquer ce sentiment, mais Peut-être une autre façon de on voir en les apprend choses des choses. aussi. C'est ça, on a un autre point de vue, et puis en fait, on en ressort grandi un petit peu, j'ai envie de dire. Hmm. Ouais. Moi, je rebondis aussi sur ce que je viens de dire. C'est peut-être les meilleurs moments que j'ai eus avec vous, c'est quand je vous observe et que je vous écoute partager votre cheminement à voix haute, sentir qu'il y a des Mm. fois, vous ramez, parfois un peu moins, ou parfois, comme Mathéo, il y a une forme de révélation, et ça, c'est le, c'est le plus fun, en fait. C'est ça qui est vraiment génial. C'est que pour moi, en tout cas dans ma vision d'enseignant, c'est que c'est un moment de partage. Et, et ce partage, il doit être libre, authentique et pas automatisé. Il doit être. Et ça, c'est le truc que je retiendrai. Mais, donc, je pense que là, ça fait une quarantaine de minutes. Je pense que ça Oui. va être suffisant pour ça. Sauf si tu as d'autres choses. Non? Est-ce que tu as d'autres choses? Est-ce que tu as des choses que tu aimerais partager? Là, comme ça, pas forcément en plus. J'ai pas d'idée qui me vienne tout de suite. Ok. Ok. Mais alors, dans ce cas, le mot de la fin, c'est pas moi qui vais le faire, c'est toi. Allez, je te laisse. Pour conclure cet entretien, vas-y, à toi l'honneur. Waouh, d'accord. Je m'y attendais pas à celle-là. Euh, je sais pas quoi dire en fait. Qu'est-ce qu'il faut que je raconte? Je sais pas. Là, on va terminer l'épisode. Le mot pour conclure, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Qu'est-ce que tu aimerais partager? Qu'est-ce que tu as sur le cœur? Vas-y. Euh, un petit message à tous les étudiants, restez curieux, peu importe ce que vous faisiez. Franchement, on peut toujours tirer des leçons de ce qu'on vit.
Oui, c'est très philosophique ce que je vais raconter, mais on peut toujours tirer les enseignements de choses qu'on vit et donc nous améliorer et devenir une meilleure version de nous-mêmes. Nous arrivons à la fin de ce premier épisode de podcast. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura apporté des éléments de réponse ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous êtes un enseignant et que vous avez envie de partager votre retour ou votre perception de la démarche Portfolio et de ses problèmes, vous êtes le bienvenu. Si vous êtes un étudiant autre que de l'IUT de La Rochelle, vous êtes aussi le ou la bienvenue. N'hésitez pas, les portes de Monsieur Portfolio vous sont grandes ouvertes. Je vous souhaite une très belle semaine, à lundi prochain.